avec le premier intervenant, c'est Pierre Micheletti, qui est médecin, universitaire, écrivain, spécialiste des questions humanitaires et de santé, président d'honneur d'Action contre la faim et membre de la CNCDH. Et notre deuxième intervenant, sur une thématique qui vont peut-être... les deux thématiques vont peut-être se renvoyer des questions. En tout cas, c'est comme ça que le programme a été un peu construit. François Berdugo, qui est délégué général de la Société française de santé publique, sur la thématique pour des politiques de santé mentale en santé publique. Je passe la parole, donc, maintenant. Oui, alors, non seulement il y a une vidéo, mais il faut absolument que je vous dise, avant que j'oublie, que vous êtes invité au cocktail de fin de journée à 18h au musée Fabre. Tout le monde est invité. Quand on a bien mangé, finalement, il en faut peu pour être content. Voilà, je passe la parole à Pierre Micheletti. Le fait d'avoir des gens avec qui on peut discuter, avec qui on peut sortir, avec qui on peut aller au cinéma, avec qui on peut échanger des lectures, ça aussi, ça aide beaucoup. Et ça permet de s'accrocher à la vie et de se dire que oui, la vie vaut la peine d'être vécue. Je me prénomme Ange. J'aurai 43 ans le 6 mars. Je suis arrivée en France en 2016. J'ai été admise à l'école du Louvre. Donc j'avais avec un visa d'étudiant. Et pendant 3 ans, dû à la maladie, à mon état psychique, je n'arrivais pas à faire des études. Et au bout de 3 ans, j'ai été renvoyée de l'école du Louvre. Et donc du coup, je ne pouvais pas renouveler mon titre de séjour. Donc je me retrouve sans papier. J'étais hospitalisée dans une polyclinique. Quand j'avais souvent des tendances suicidaires, donc du coup, mon traitement était assez lourd. Et ça ne me permettait pas d'avoir une vie sociale. Et c'est le médecin qui m'a parlé du Clubhouse, d'une association dans laquelle je pourrais faire des activités et où le membre de l'association est acteur aussi de l'association. Non pas comme à l'hôpital dans laquelle je vivais tous les jours, où les informations venaient du haut. On m'a dit, dans cette association-là, c'est chacun qui met sa pierre à l'édifice. Et ça m'a plu en fait. Quand je commençais au Clubhouse, je ne faisais que les tâches ménagères. Je ne dis pas que les tâches ménagères sont plus importantes ou moins importantes que les autres. Moi, je commençais par ça. Après, je me suis rendu compte que ça allait bien. Après, il y avait la cellule communication. Il fallait écrire des articles. Marion Blin, de l'école, qui m'encourageait tout le temps. Je disais, oui, mais je ne suis pas capable, j'ai peur et tout. Elle me dit, non, vas-y. Et donc, du coup, je suis allée à la cellule communication. Ça s'est très bien passé. J'ai co-rédigé mon premier article, fait des photos et tout ça. Et ça a été c'est parti, quoi. Et là-bas, il y a un atelier, on fait un atelier artistique. Il y a un atelier qu'on appelle l'improvisation par le théâtre. Et je parlais pas, parce que j'avais l'impression d'être nulle, d'avoir rien à dire, en fait, de ne pas avoir de culture. Donc, comme j'ai pas de culture, j'ai pas mon mot à dire. L'animatrice improvise, elle me demande d'improviser quelque chose. Et là, on improvise ensemble. Et les gens applaudissent. Moi, j'étais tellement étonnée. Elle me dit, tu vois, Ange, tu es capable de faire des choses, les gens apprécient et tout. Et là, ça a été le déclic, en fait. Je me suis dit, oui, en fait, finalement, chacun a ses compétences, en fait. Et même si je n'ai pas une culture et tout, j'ai quand même, il y a des choses que je peux faire profiter à d'autres personnes, à savoir parler avec confiance et tout ça. Je me suis rendu compte que j'avais ça, quoi, la tchatch. Le premier entretien, première réussite. J'ai pas fait 2 entretiens d'embauche. Ah ouais, trop fière même. Trop fière. J'ai la chance de travailler dans un centre social. Je suis à l'écoute de beaucoup de personnes aussi qui viennent. Ça fait aussi prendre du poids parce qu'il y a beaucoup de mamies qui m'apportent beaucoup de gâteaux. C'est excellent. C'est un travail vraiment humain. En fait, je suis contente tout simplement parce que j'arrive à rendre service à des personnes. Et voilà, j'apporte maintenant ma pierre à l'édifice aussi. Voilà, je suis vraiment fière de ça. Ce que je voudrais te dire avant tout, c'est que tu es une belle personne. Je ne sais pas quel parcours tu auras, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Elle est belle, la vie. Tu trouveras sans doute ta voie.
Peut-être pas comme celle des autres, mais tu t'en fous. On n'a rien à cirer, mais tu trouveras ta voie. Et dès qu'elle te conviendra et que tu seras épanoui, je te jure, tu ne regretteras pas. Tu n'es pas seul. Hein? Il y a plusieurs personnes autour de toi qui sont comme toi. Tu t'en sortiras. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je commencerai par un remerciement à Santé Mentale France pour l'invitation qui m'a été faite d'intervenir. Un petit coup d'œil particulier au délégué régional qu'est Philippe Cos, que j'ai connu dans une autre vie dans l'arrière-pays de l'Hérault. Et grand plaisir de le retrouver ici. Et puis un petit clin d'œil à François Berdugo. Nous sommes les fruits d'une même organisation, pas au même moment, qui est Médecins du Monde. Magnifique laboratoire de construction sociale sur les questions de la précarité en France. Et je crois que Médecins du Monde symbolise assez bien la dynamique dans laquelle souhaite s'inscrire la Santé Mentale France sur la poursuite du plaidoyer. J'ai senti aussi que la chute du propos de Denis Leguet sur l'apéritif au musée Fabre avait créé une ambiance plutôt bienveillante à l'égard de nos interventions du début de l'après-midi. Je l'en remercie également. Il a dit des choses sur lesquelles je vais revenir avec d'autres mots de façon peut-être plus systématisée, mais dans son propos introductif de ce matin, il a dit des choses qui sont, par rapport à l'exposé que je m'apprête à vous faire, on peut peut-être démarrer le chrono, s'il vous plaît, pour pas que je déborde par rapport à François. Une ou deux choses qu'il a évoquées dans son propos introductif sur lesquelles je voudrais revenir. Pas d'avancée si pas de proposition. Et ça, vous allez voir que c'est une condition sine qua non du partenariat et des interfaces entre les dynamiques d'acteurs sur le territoire et les pouvoirs publics. Il a parlé d'une approche holistique des questions qui concernent la santé mentale, et là aussi, dans mon expérience sur laquelle je vais revenir et dans votre expérience, on a bien sûr la perception que quand on parle de santé mentale, on parle d'une entité complexe, multifactorielle, qu'on peut regarder de plein de façons différentes et de plein de postures différentes. Et la diversité du public qui est dans la salle, à mon avis, l'illustre complètement. Et puis, à la fin de son propos de la matinée, il a émis le souhait que ce congrès de 2 jours ne soit pas une occasion perdue de plus. Et pour qu'elle ne soit pas une occasion perdue de plus, il faut, et c'est peut-être l'enjeu de notre présentation conjointe aujourd'hui, vous donner à réfléchir sur des concepts, des définitions, des outils qui, pour certains, vont peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais qui sont des outils nécessaires pour être capable de se parler et de travailler quand on vient d'horizons aussi divers. C'est en tout cas comme ça que j'ai compris la commande qui m'a été passée, et l'avenir dira si je suis juste dans la façon de présenter mon intervention. D'où je parle, pas tant pour dérouler mon CV, mais pour justement illustrer ce que je viens de dire, qui est qu'on peut observer les questions de santé mentale depuis des postures très différentes. Donc je suis médecin, enseignant, et j'ai un long passé associatif, et c'est dans toutes ces fonctions que j'ai observé ce même objet complexe qu'est la santé mentale. Comme soignant, en France, en milieu rural isolé et à l'international, comme dirigeant associatif de Médecins du Monde, de l'UNIOPS, de Action contre la faim, de SOS Méditerranée aujourd'hui, et ces postures qui m'ont permis d'approcher deux publics particulièrement sensibles sur ces questions, que sont les publics en grande précarité et les publics pris dans le phénomène migratoire. J'ai, dans une vie antérieure, été le directeur de la santé de la ville de Grenoble, et je me suis mis à observer la santé mentale comme un cadre d'une grande ville qui devait gérer des soins sous contrainte, des syndromes de Diogène, etc. Puis, un petit peu plus tard, pour m'éloigner du proche vers le lointain, j'ai été conseiller technique de l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, et j'ai eu l'occasion d'intégrer
le Conseil national de santé mentale, l'éphémère Conseil national de santé mentale, quand il a été présidé par Alain Ehrenberg, ce qui m'amène à évoquer le très beau numéro de la revue Esprit d'il y a quelques semaines, auquel Alain a bien contribué. Je voudrais, concernant les hôpitaux, puisque j'ai été immergé dans le moteur, et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur des enjeux qui seront dans les journées de réflexion aujourd'hui. J'ai côtoyé l'hôpital de Saint-Égrève, j'ai côtoyé l'hôpital du Vinatier par ma proximité avec Jean Furtos, l'équipe de l'ONSPER, puis aujourd'hui avec Alima Zerougvial qui a pris son relais. Et puis j'ai côtoyé l'hôpital de Thuir de façon très anecdotique, mais je ne résiste pas au clin d'œil que je m'apprête à vous faire. L'hôpital de Thuir, je l'ai côtoyé l'an dernier parce qu'il m'a été fait le grand plaisir on m'a demandé de parrainer le prix Folire. Ce prix qui s'inscrit dans la thématique de ces 2 jours sur la question du rétablissement. Et oui, on peut participer à un jury littéraire quand on est des personnes souffrant de problématiques de santé mentale. Mais la petite gourmandise de mon discours pendant la remise du prix de Folire à Thuir, c'est qu'il m'a donné l'occasion d'une petite réparation personnelle, et les psychothérapeutes présents dans la salle apprécieront, puisque ma grand-mère était morte dans cet hôpital 40 ans auparavant, pendant que j'étais en déplacement à l'étranger, et que mes parents, qui savaient combien j'aimais cette femme, craignant que je revienne de ce séjour à l'étranger, ne m'avaient pas dit qu'elle était morte et m'avaient privé de la possibilité de lui rendre hommage. Et j'ai pu rattraper ce petit clin d'œil de l'histoire l'an dernier pendant la remise du prix. Alors, quel pouvoir d'agir? Et on rentre maintenant dans le vif de ma présentation. Comment on construit une politique publique? Je vais prendre des fois de liberté avec le diaporama que vous aurez à votre disposition par les organisateurs si vous le souhaitez. Et quelles sont les étapes qui me semblent importantes de connaître en termes de culture générale avant d'avoir l'ambition de faire de Grande Cause Nationale 2025 autre chose qu'une demande incantatoire. Et de quoi avez-vous besoin pour finalement répondre à la sollicitation de Denis Leguet? Pas d'avancée, pas de proposition. Alors, je vais à la fois vous décliner des réflexions un peu théoriques, un peu académiques. On n'a pas de débat aujourd'hui, mais peut-être on aura l'occasion de les avoir en d'autres occasions. Ce sont des choses qui, dans mon expérience, ne sont pas que des choses académiques. Ce que je vais vous raconter sur la co-construction des politiques publiques, je l'ai mis en musique comme président de Médecins du Monde quand, dans les années 2008-2009, j'ai accompagné tout le débat politique sur les premières autorisations des salles d'injection pour les usagers de drogue. Et je l'ai accompagné quand, en 2017, je pense, j'ai participé à toute une réflexion visant à injecter dans le premier cycle des études de médecine un module obligatoire concernant les inégalités sociales de santé qui sont au cœur de mon propos. Ce qui m'amène à faire un petit lien avec le discours du ministre de la Santé de ce matin sur les propositions qu'il a concernant l'évolution des moyens mis à la disposition de la santé mentale. Il a évoqué entre autres, et c'est là-dessus que, fort aussi de mon expérience hospitalière, je voudrais faire 1 ou 2 commentaires. Il a évoqué le fait qu'il allait ouvrir le numerus clausus et qu'il allait sanctuariser une centaine de postes de psychiatres en plus, si j'ai bonne mémoire, parce que je l'ai écouté entre deux ce matin sur France Inter. Ouvrir le numerus clausus et augmenter le nombre de postes de psychiatres n'a du sens que si on répond à un certain nombre d'autres problématiques que connaît la psychiatrie publique à l'égard des médecins psychiatres. Et les médecins psychiatres ne résument pas les effectifs de la psychiatrie publique, mais si on ouvre le nombre de psychiatres hospitaliers, qui, entre parenthèses, sont occupés aujourd'hui au niveau national à près de 25% par des médecins qui sont
non recrutés en dehors du cadre du statut de PH, c'est dire combien la pénurie des praticiens hospitaliers est déjà importante au point que 25% des postes de praticiens hospitaliers sont occupés par des non-titulaires de la fonction. Donc on part sur un rattrapage important. Mais les aspects qualitatifs sur lesquels je voudrais insister, qui sont issus de ma pratique, c'est les suivants. Premièrement, que la psychiatrie n'échappe pas à une tendance générale des disciplines médicales de l'hyperspécialisation. Et aujourd'hui, on a des spécialistes des TCA, des spécialistes des troubles bipolaires, etc. Deuxièmement, qu'on a sur la psychiatrie publique territoriale, comme c'est le cas en médecine générale, un désamour pour certains territoires, que sont les zones rurales isolées ou les quartiers urbains compliqués, et qu'il est difficile de l'imposer, et que troisièmement, avoir un CMP dans le Vercors, dans une zone isolée, n'a de sens que si, et ça aussi c'est une caractéristique de la psychiatrie publique, c'est ce que j'appelle l'unité de temps et de lieu. Il faut qu'on ait le CMP, le psychiatre ou le pédopsychiatre, et tous les métiers qui vont de pair, le psychomotricien, l'assistante sociale, l'infirmier, etc. Et qu'il y a des CMP qui sont défaillants parce qu'il n'existe pas cette unité de temps et de lieu. Donc une chose est le propos rassurant du ministre du point de vue démographique, autre chose est l'analyse qualitative qu'il faudra prendre en compte si on veut que derrière l'augmentation du nombre de psychiatres, il y ait des mesures complémentaires qui vont chercher à résoudre les problématiques que je suis en train de vivre. Et je les vis, ces problématiques, par mon expérience professionnelle, mais aussi par ma conjointe, qui est pédopsychiatre hospitalière, dans un CMP isolé du Vercors, qui va partir à la retraite dans une semaine et qui n'est pas remplacée. Donc c'est en quelque sorte histoire vécue. L'autre point sur lequel je vais insister, c'est que la santé publique est une politique publique, comme il en existe d'autres, je vais y revenir. Et ce qui me fait défendre avec vous l'idée de partager un certain nombre d'outils qui vont peut-être vous paraître un peu trop simplistes ou un peu trop réducteurs, c'est que j'ai créé avec d'autres, il y a une vingtaine d'années à la fac de médecine de Grenoble, un diplôme universitaire santé-précarité, et que la caractéristique de ce diplôme santé-précarité, c'est de me mettre en situation d'être exactement comme ce soir, mais à moins grande échelle, en présence d'un public très polymorphe. Travailleurs sociaux, différents métiers de la santé, représentants des usagers, puisque un chez-soi d'abord est invité. Donc, et c'est cette expérience de formation à un public diversifié qui m'amène à partager des outils que je considère absolument incontournables dès lors que vous voulez réfléchir ensemble et en usant d'un vocabulaire et de concepts qui sont à peu près partagés par tous les protagonistes de ce que vous allez imaginer. Donc la politique publique, vous en avez la définition sous les yeux. Ce sur quoi je voudrais insister, et on est complètement dans l'air du temps, et ça a été aussi évoqué par d'autres intervenants des plénières ce matin, dans une société démocratique, une politique publique est en résonance avec son temps. On n'aurait pas pu faire la loi Veil de 1975 après la Seconde Guerre mondiale. On n'aurait pas pu faire le mariage pour tous après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a donc des évolutions sociétales qui mettent sur la table de nouveaux questionnements sociaux et politiques qui nécessitent, dans une société démocratique, qu'on prenne des décisions politiques à l'égard de ces nouvelles problématiques. Une fois les décisions politiques étant prises, qu'on légifère. Oui, le droit à l'avortement sera reconnu. D'accord ? C'est ça le cercle vertueux de la construction des politiques publiques. Je vais m'y attarder. Et ces politiques publiques, elles évoluent également à cause de dynamiques sociétales, comme je viens de l'évoquer pour l'IVG, mais aussi par la progression des connaissances. Et je vais prendre un autre exemple qui me tient à cœur, ou par l'évolution des systèmes de santé sur le territoire. Je prendrai comme exemple l'émergence des perturbateurs endocriniens dans les cercles scientifiques. Et comment ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs sociaux qui veuillent qu'on légifère sur les perturbateurs endocriniens,
quand vous avez un certain nombre de scientifiques qui sont capables de rendre compte sous forme de publications irréprochables de la progression des pubertés précoces chez les enfants ou du cancer du sein chez la femme. De la même façon, et c'est un exemple que je trouve particulièrement illustratif sur le fait qu'il y a l'émergence d'un problème, il y a la façon dont les acteurs sociaux s'en saisissent et les citoyens s'en saisissent et poussent, jusqu'à ce qu'à un moment donné se crée ce que je vais appeler une fenêtre d'opportunité qui amène les politiques à dire voilà, il faut y aller. L'exemple le plus récent, c'est la liberté d'installation des médecins généralistes. Tout le monde, depuis au moins 20 ans, sait que c'est un problème majeur. Mais mettre en cause la liberté d'installation est un impensé politique parce que 200 000 médecins, leurs familles et leurs patients qui votent, ça fait mal. Donc il faut que le rapport de force soit arrivé à un point qui donne du punch aux élus, toutes couleurs confondues, avant qu'ils osent franchir le Rubicon, qui de la liberté d'avortement, qui de la liberté d'installation des médecins généralistes. Et là, on est au cœur de problématiques dans lesquelles vous allez être également. Ce que disent les politistes, c'est qu'une nouvelle politique publique n'est pas le fruit d'un individu. Ce n'est pas Simone Veil qui un jour se réveille en disant « Tiens, ça serait bien que je réfléchisse à la mise en place d'une réflexion et de lois qui peut-être conduiront à permettre le droit à l'avortement. » C'est la collusion et la synergie d'un certain nombre d'acteurs, et c'est ce que vous dit cette diapositive. Donc, ce n'est pas une vision qu'aurait eu quelqu'un, à quelques exceptions près, elle se construit comme un processus de relations sociales et de rapport de force sociale dans une société démocratique. Les problèmes émergents qui vont nécessiter des évolutions publiques, des évolutions des politiques publiques, sont en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un gouvernement en place, il a vous qui poussez sur la question de la santé mentale, il a les élus qui poussent pour la question de la liberté d'installation, il a son appareil économique qui pousse pour des mesures ceci et cela, il a les considérations sécuritaires, il a l'Europe qui veut monter en puissance sur la capacité militaire. Donc les problèmes publics sont mis en concurrence les uns et les autres et un certain nombre de conditions doivent être réunies pour que dans ce fatras de problèmes dont sont saisis les gouvernants, à un moment donné, ils décident que celui-là, oui, ils le sortent et ils vont s'en saisir. Donc, on en est là sur la problématique de la santé mentale. Il y a un discours qui a été annoncé. Nous sommes dans une année de grande cause nationale. OK? And so what? Ça veut dire quoi, en clair? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui fait que dans 5 ans, si jamais vous vous réunissez à nouveau, on n'entendrait pas les mêmes présentations et les mêmes discours qu'aujourd'hui? C'est un peu l'enjeu de ce que nous disait le président Leguet. Attention aux occasions perdues. Il y a un triptyque sur lequel, c'est une des diapos sur lesquelles je souhaite attirer votre attention. À chaque fois, je le ferai. Donc, pour qu'un sujet soit mis sur la table des priorités, il y a 3 étapes. Il faut documenter le problème. Et pas, oui, il y a un problème de santé mentale. Ça veut dire quoi, il y a un problème de santé mentale? Il faut le documenter. De quoi voulons-nous parler? De l'offre de soins, de la psychiatrie, de la place des usagers, etc. De quoi parle-t-on? Et il faut le préciser et le documenter. Sinon, si le problème n'est pas mis sur la table de façon clairement diagnostiquée, personne ne s'en saisira. Les politiques ne bougeront que si, par ailleurs, il y a des solutions qui sont proposées. C'était le propos de Denis Leguet. Pas d'avancée si pas de proposition. Okay. Vous, médecins du monde, vous voulez contribuer à diminuer la transmission du VIH dans la population des toxicomanes injecteurs? OK. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, Madame la Ministre, on propose de remettre en cause la liberté de pouvoir vendre des seringues stériles. Mais vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas.
tout le monde va le vivre comme une incitation à se shooter. Ou, Madame la Ministre, nous vous proposons d'essayer à titre expérimental, prudemment, sur 2 ou 3 villes, les salles d'injection supervisées. Ah, là peut-être, surtout si je m'appelle Roselyne Bachelot, que je suis pharmacienne, un peu fantasque et prête à prendre des risques, je vais aider à avancer. Relayé par Marisol Touraine 10 ans plus tard, j'y reviendrai. Et puis, les choses étant diagnostiquées, les solutions, les préconisations thérapeutiques étant mises en vis-à-vis, le rapport de force qui va permettre d'essayer d'oser franchir le pas. Pour qu'un problème dans ce rapport de force, 3 types de mécanismes. L'ordre de la connaissance. Moi, président de la Société des endocrinologues pédiatriques, je vous prouve par A plus B qu'il y a une flambée des pubertés précoces chez des gamines de 8 ans. Ou moi, qui suis le gestionnaire du centre des banques du sperme qui existe depuis 40 ans, chiffre à l'appui, je vous montre ce qu'il en est de l'évolution des spermatozoïdes dans la société française depuis 40 ans. Baisse drastique du nombre de spermatozoïdes, augmentation massive du nombre de spermatozoïdes anormaux, et ça, aujourd'hui, j'ai une banque de données qui me permet de vous le prouver. Il se passe quelque chose qui vient titiller les spermatozoïdes, on pourrait dire. Ensuite, la question des normes. Si jamais je mets un problème, en santé publique, on définit un problème comme un différentiel entre une situation observée et une situation souhaitable. D'accord ? Donc j'ai une variation du nombre de pubertés précoces, j'ai des référentiels des années 80, je vois que ces incidences augmentent de façon très importante, je prends le référentiel de la norme des années 80 et je dis là il se passe quelque chose quand même. Donc cette notion de norme est très importante. Et puis ensuite, la mobilisation d'acteurs, le fameux rapport de force. Alors, qui sont les gens qui font bouger les lignes, dont vous faites partie, de différentes catégories d'ailleurs? D'abord, les groupes d'intérêt. Ce qu'on appelle les groupes d'intérêt, c'est des gens qui ont des intérêts en commun. Alors, ça peut être de nature, cette notion d'intérêt en commun peut obéir à des logiques différentes. Plutôt des regroupements de citoyens, parce que nous sommes les héritiers d'une révolution française qui s'est faite officiellement en voulant casser les corporatismes et remplacer les corporatismes qui prévalaient en 1789 par des libres associations de citoyens. Et le secteur associatif est le fruit de cette loi qui va être promulguée, dite loi Le Chapelier en 1793, qui va faire la chasse au corporatisme professionnel pour les remplacer par les entités qui sont des libres associations dont les ONG et les associations présentes dans la salle sont la continuité. En tous les cas, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme dirigeant associatif présent dans la salle, pourquoi est-ce qu'un ministre condescendrait à vous recevoir, un ministre de la Santé condescendrait à vous recevoir pour entendre ce que vous avez à dire sur les salles de shoot, ou sur le handicap, ou sur le mal-logement? Qu'est-ce qui fait qu'il va quand même vous recevoir? Quels sont les registres de légitimité qui vous permettent, dans la confrontation politique, de dire « Madame la ministre, vous êtes députée élue par le peuple, mais moi, je suis issu du peuple et je porte d'autres types de voix et de légitimité qui ne reposent pas sur le suffrage universel, mais qui n'en ont pas moins valeur démocratique. » C'est pour ça que la ministre vous reçoit. Parce que vous incarnez quelque chose d'autre dans la représentativité que la sanction électorale. Eh bien, elle vous reçoit soit parce que vous représentez une association qui pèse le nombre. Je suis le président de l'Association des paralysés de France. Les chiffres sont erronés, hein, je les utilise parce que les ordres de grandeur sont justes. Je suis le président de l'APF. J'ai 120 000 adhérents, plus les familles, plus les amis qui me sont solidaires. Si je viens vous parler du handicap, peut-être ça serait bien que vous m'écoutiez. Deuxièmement, la vertu.
je suis le président de Médecins du Monde et je vais faire une campagne publicitaire qui va être d'ailleurs censurée et retirée parce que je veux m'opposer aux bénéfices que font les laboratoires pharmaceutiques sur certains produits. Et donc, là, ce n'est pas de moi dont je parle, c'est de mes successeurs qui avaient placardé partout dans Paris, avoir le cancer en France, ça peut rapporter gros. Bon, ils se sont fait bâcher. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais enfin, ça a eu un certain... La vertu. Là, François était aux affaires, donc c'est lui qu'il faudra féliciter tout à l'heure. Et puis la science, ce que j'évoquais tout à l'heure avec les pédiatres, les endocrinologues ou les gynécologues. J'ai un copain qui était très impliqué dans le secteur hospitalier en gynécologie. Il me disait, mais je suis effaré. Il avait mon âge, hein, plus de 60 ans. Il me disait, j'ai commencé ma carrière, il y avait 20% de femmes qui avaient un cancer du sein. J'ai l'intuition qu'avec le vieillissement, nous allons arriver à un moment où 100% des femmes seront exposées à avoir un cancer du sein. Dans ma pratique, me disait-il. Bon, voilà. Et ce sont des choses qui se discutent dans les sociétés savantes, etc. Les experts, hein, donc je ne vais pas m'y appesantir. Un triptyque, là aussi, il nomme un problème, il le documente, c'est la même chose dit avec d'autres mots. Hein. Il blâme les pouvoirs publics en disant « mais comment je suis en train de vous montrer qu'à tous les congrès, on a une explosion des cancers pédiatriques et des pubertés précoces et vous ne faites rien alors que tout le monde parle des PFAS et des perturbateurs endocriniens ?» Et puis ensuite, la réclamation. Donc, on vous demande, nous, société savante, on vous demande de. Les conditions de la réussite de ce que je suis en train de vous raconter, c'est, outre les quelques repères que j'ai partagés, ce travail, c'est un travail qui nécessite un travail sur la durée, persistant, et la construction d'alliances. Et alliances, c'est les corps professionnels qui sont dans la salle, ceux d'entre vous qui sont issus de l'hôpital psychiatrique, les représentants des associations, les représentants des usagers, etc. Il faut construire des alliances. Et un truc très important dans l'évolution des politiques publiques, construire des alliances avec des hauts fonctionnaires. Parce que c'est eux qui parlent à l'oreille des chevaux. C'est eux qui vont faire que sur la table de la ministre, il y aura tel dossier et pas tel autre. Et si on prend le cas des salles d'injection, enfin des salles de consommation pour usagers de drogue que j'évoquais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'y travailler comme président de Médecins du Monde en 2008 et de rencontrer Roselyne Bachelot en 2008-2009, avec manifestement une oreille bienveillante. Il n'en demeure pas moins, oreille bienveillante ou pas, qu'il faudra attendre 2016 pour que soient lancés les premiers dispositifs expérimentaux qui se voulaient expérimentaux, qui devaient donner lieu à une évaluation 3 ans plus tard pour voir si on montait en puissance sur la mise en place de ces salles d'injection. Il y a eu, il y a quelques mois, et nous sommes 9 ans plus tard, elles sont toujours que 2, une à Paris et une à Lille. Comme ça commençait à ruer dans les brancards, il a été diligenté une évaluation indépendante par l'Inspection générale des affaires sociales, qui a rendu sa copie il y a quelques mois, laquelle copie est dithyrambique sur les leçons apprises de ces salles d'injection. Ça a été donné au nouveau ministre de l'Intérieur, qui a dit « super, on ne diffuse pas, on met de côté ». Il n'en demeure pas moins que ça a bien sûr diffusé dans les sphères professionnelles, etc., etc. Donc cette vigilance, elle nécessite de la constance et de la persistance. Et par exemple, qui d'entre vous dans cette salle, sur la question de la persistance, a en tête qu'il y avait déjà eu un colloque, attention aux occasions perdues, nous disait Denis Leguet, en 2016, auquel j'ai contribué, qui a abouti à un manifeste qu'on a appelé le consensus de Blois, que je vous invite à relire, et qui comporte déjà un certain nombre de propositions, et consensus sur lequel avaient travaillé Santé Mentale France, l'UNIOPS, dont j'étais un des membres du conseil d'administration à l'époque, et l'ADESM, la puissante association des directeurs d'établissements de santé mentale, et vous jugerez de savoir ce qui a bougé ou pas dans le consensus de Blois. Pour en revenir à cet acteur particulier que sont les associations, on retrouve les trois mêmes régimes de légitimité. Je suis une association puissante et écoutée et entendue
en fonction du nombre d'adhérents, je l'ai déjà évoqué. En fonction aussi de certaines associations sont ce qu'on appelle dans le régime gestionnaire, c'est-à-dire les Restos du Cœur sont un acteur incontournable de la lutte contre la précarité alimentaire. Emmaüs est un acteur incontournable dans l'hébergement d'urgence. Médecins du Monde est un acteur incontournable pour avoir des informations documentées sur l'état de santé des migrants. Donc ces acteurs sont des gestionnaires, mais sont aussi des producteurs de savoirs expérimentaux. Comme les associations d'usagers sont des acteurs qui peuvent générer de l'expertise citoyenne. Et donc, quelquefois, une association peut cumuler et la puissance opérationnelle, et le nombre d'adhérents, et l'expertise qui est produite. Et ce que je vous disais précédemment, c'est qu'il y a des rapports annuels des grandes ONG françaises dans des niches de compétences qui systématiquement font l'objet d'une conférence de presse dans laquelle il y a des dizaines de journalistes pour venir entendre ce qu'a à dire la Fondation Emmaüs sur le mal-logement ou la Fondation les Restos du Cœur sur la malbouffe. On passe maintenant par juste une petite passerelle pour vous dire que donc, je vous ai présenté un cadre théorique conceptuel. Je nous ramène maintenant à la notion non plus de la construction des politiques publiques, mais à la santé publique. Et je commence par le préambule de la Constitution française, qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Pourquoi je fais ça? Pour pointer le fait qu'à la limite, et encore, on est égaux, mais que très vite, cette égalité va être infirmée par la réalité. D'accord? Pour prendre une des principales causes de mortalité en France, les enquêtes de l'entrée en 6e par la santé scolaire, qui est un indicateur assez intéressant d'observation de la société française, montrent qu'à l'entrée en 6e, il y a 12 fois plus d'obésité chez les enfants d'ouvriers du bâtiment que chez les cadres sup. On voit bien comment, dès la naissance, se mettent en route des mécanismes qui vont conduire à des inégalités flagrantes en fonction de sa catégorie sociale, socio-économique d'appartenance. C'est ça les déterminants de la santé aussi. D'accord ? Et donc, sans être beaucoup plus long, quand on agit sur les populations les plus précaires, il ne s'agit pas de faire la charité, il s'agit de respecter le pacte politique républicain qui a fondé la construction de la Constitution française. Un petit outil qui peut rapporter gros et un peu ludique, et j'ai piraté un exemple qu'avait pris un ancien directeur général de la santé pour évoquer on veut travailler dans le champ de la santé mentale, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comment je me saisis de ce bébé énorme, polymorphe, plein d'acteurs, plein de composantes, plein quelquefois de querelles scientifiques, etc., etc. Donc on est dans une communauté, et je vais décliner les différentes options stratégiques qui se présentent à tout acteur de la santé publique. Dans cette communauté, il y a des gens qui cheminent et qui empruntent des chemins plus ou moins variés. Et quelquefois, ces chemins les amènent en situation de risque. D'accord ? Un des premiers dangers qui pouvait se produire, qu'ils passent du risque à la chute dans une problématique de santé, en ce qui nous concerne, dans la chute, dans une détérioration de la santé mentale. Tout ce qui peut être mis en œuvre dans la communauté et ou sur le chemin qui va conduire la personne à une exposition à des risques relève de la prévention primaire. C'est le terme, la notion de prévention primaire, c'est le terme de la prévention dans le sens usuel qu'on lui donne dans la société française. La personne s'est approchée de la falaise, elle est tombée dans une problématique de santé. Une des choses qu'on veut éviter, c'est que les dommages soient trop grands, voire d'aller jusqu'à la mort de la personne par la prise de risque et par les dangers dans lesquels elle s'est mise. Tout ce qu'on va développer pour diagnostiquer la chute et mettre en œuvre des réponses pratiques relève de la prévention secondaire. Autrement dit, les synonymes de prévention secondaire dans le jargon des acteurs de la santé publique, c'est le dépistage et le soin.
Il est monté, il est tombé, je n'ai pas pu l'empêcher. Il est tombé, il est arrivé au pied de la falaise. Ok, il n'est pas mort. Non, il n'en demeure pas moins qu'il peut se présenter à lui d'autres types de dangers. Le premier, c'est qu'il ne soit pas en situation, bien qu'il ait survécu, de retourner dans sa communauté d'origine et de rester dans une structure hors la communauté. Bon, vous êtes beaucoup à travailler dans ce domaine, je ne vous fais pas un dessin du sous-jacent qu'il y a. Au lieu de revenir dans sa communauté, il va rester plus ou moins longtemps, et autrefois, nous a dit l'historienne ce matin, à vie, dans une structure de type carcéral, ou en tous les cas, si ce n'est pas de carcéral aujourd'hui, qui ne permettra pas son retour. Tout ça relève le retour dans la communauté, réinsertion, réhabilitation, relève de la prévention tertiaire. Dans la prévention tertiaire, on rajoute par ailleurs un autre risque qui a aussi été évoqué par les intervenants de ce matin. Quand bien même je l'aurais fait rentrer dans sa communauté, je l'aurais aidé à revenir dans sa communauté, c'est le risque de récidive. Et ce qui est au cœur de vos 2 journées de congrès, c'est qu'il ne s'agit pas de ramener des personnes physiquement dans leur communauté. Il s'agit de les ramener dans une communauté tout en maintenant la capacité qu'elles ont de vivre pleinement une vie de citoyen. Et là interviennent toutes les notions de rétablissement et des différentes composantes du rétablissement qui contribuent à ce que le retour dans la communauté soit un retour, outre les aspects de prévention, etc., qui instaure une reconnaissance incontournable de la citoyenneté de chacun. Précarité, 2 ou 3 concepts, et puis je suis à peu près dans les temps, je crois. La notion de précarité de Serge Pogam, un sociologue qui a beaucoup réfléchi et écrit sur ces questions. La notion il insiste beaucoup sur la notion de fragilisation de certains segments de la vie sociale, d'instabilité dans le travail, dans la famille, dans le voisinage, dans les relations professionnelles. Et le caractère réversible, on est quelquefois, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans ce domaine, scotchés en faisant la connaissance de son domicile fixe, de voir combien ils ont été dans des fonctions parfois prestigieuses avant de tomber dans des situations très compliquées. Et ce que Jean Furtos résumait d'une formule que je trouve assez parlante, le pauvre, c'est celui qui a peu, mais de façon relativement sécure. Le précaire, c'est celui qui a peur, sur ces éléments de sécurisation sociale fondamentaux. Ce schéma peut rapporter gros aussi. Les 3 piliers, comment se construisent les inégalités sociales de santé qui font que l'espérance de vie, toute pathologie confondue, est de 5 ou 6 ans entre les plus riches et les plus pauvres, et que ce matin, dans un atelier, un orateur disait que pour le syndrome bipolaire, on estime que cette inégalité d'espérance de vie, elle est de plus de 10 ans, voire 15 ans. Comment en arrive-t-on là dans la construction de photographies épidémiologiques? Les uns et les autres, je vous mets au défi de trouver un 4e axe, que c'est les 3 axes qui sont exposés là, sur la façon dont vous intervenez pour essayer de sécuriser ces trois axes des inégalités sociales de santé. En tous les cas, si vous y arrivez, vous avez des positions qui ne sont pas celles des gens qui sont en formation sur le DU précarité. On fait du rattrapage social dans nos positions professionnelles sur le champ de la santé ou associatives, en agissant sur les risques spécifiques. Toutes les populations en fonction de leur niveau socio-éducatif ne sont pas confrontés aux mêmes risques dans le travail, dans le logement, dans l'alimentation, etc. Donc là, on est sur de la prévention primaire. Et la question, non content de ne pas être exposés aux mêmes risques, ils ne sont pas dotés du même équipement pour discerner des comportements favorables ou défavorables à leur santé. Ou ils n'ont pas tous les éléments pour non seulement avoir l'information relative aux comportements favorables ou défavorables, mais les challenger, comme disent les jeunes. C'est-à-dire que, ok, j'ai compris ce qui m'arrive, mais je peux ne pas être d'accord avec ce que vous me proposez au niveau thérapeutique. C'est toutes les nouvelles approches des questions de littératie en santé. Vous me proposez tel schéma thérapeutique, monsieur le chirurgien,
parce que j'ai un cancer du sein et que vous êtes en train de m'expliquer que je vais avoir une mammectomie bilatérale, ah ben j'aimerais bien en savoir un petit peu plus quand même. Et pouvoir éventuellement évaluer ce que vous êtes en train de me dire et qu'on soit dans une relation thérapeutique qui n'est pas le sachant versus le malade. Je crois que vous êtes en plein dans ces problématiques sur beaucoup de sujets. Et puis les retards, le troisième axe, je cumule souvent les deux premiers axes avec un retard dans le moment où survient un diabète, souvent alimenté par le fait que comment imaginer que j'ai un autre régime alimentaire si je gagne peu d'argent que de manger beaucoup de pain, beaucoup de pâtes, etc. Donc, je suis exposé à un régime alimentaire qui me prédispose au diabète. Je n'ai pas le bagage d'information qui me permet de bien comprendre de quoi il s'agit dans le slogan « manger 3 fruits et légumes par jour ». Et en plus, quand j'ai un diabète à 50 ans, je passe, ça c'est sûr, juste, j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement. Quand il se passe des choses qui deviennent graves et que je dois rentrer en contact avec le système d'offre de soins, je ne me heurte pas aux mêmes difficultés. Je ne vais pas passer en revue tout ce qui est là. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, les entraves que je vais rencontrer, et mon exemple du CMP en milieu rural tout à l'heure illustre ça, je peux être très éloigné d'une structure de soins, physiquement, ou je peux être en fauteuil roulant et que les structures de soins ne me sont pas accessibles. Il y a tout ce qui concerne les représentations socio-éducatives que j'ai de telle ou telle maladie. Non, docteur, je m'adresse à mon médecin généraliste, non, docteur, je ne veux pas amener mon fils au CMP, hein, parce que dans ma commune, les gens, ils me voient rentrer avec mon fils au CMP, mon fils, il n'est pas fou, quoi. Pour prendre un exemple un peu caricatural. Les entraves financières, les entraves psychiques, qui sont le propre d'un public que vous connaissez bien, et la part du syndrome dépressif dans la mise en route des personnes pour aller au contact du système de soins. Bon, bref, je vais insister simplement sur la dernière, les syndromes fonctionnels. C'est-à-dire que si vous avez un CMP qui est vide parce qu'il n'y a pas de psychiatre ou de pédopsychiatre, c'est pas, vous pouvez remplir toutes les autres conditions, avoir une couverture sociale, etc. C'est le système qui est défaillant. Ou si dans le CMP, il y a un pédopsychiatre, mais il n'y a pas les autres métiers que j'évoquais tout à l'heure au nom de l'unité de temps et de lieu, il y a un problème. D'accord ? Ou si vous allez fréquenter un spécialiste en secteur 2 qui n'accepte pas le fait que vous alliez le voir avec une carte de CMU normale, c'est le système, c'est la défaillance du système. Ou si vous rentrez aux urgences du CHU de Grenoble et que vous restez 3 jours sur un brancard avant d'être pris en charge, ce sont les défaillances du système qu'on appelle fonctionnelles. Cette notion importante de la définition de l'OMS de la qualité des soins, à la fois dans sa performance technique, scientifique, mais, comme je l'ai surligné en jaune, pour la plus grande satisfaction des personnes en termes de procédures, de résultats et de contact humain à l'intérieur du système de soins. Je crois que là, il y aura beaucoup de choses à dire parmi les représentants d'associations. En cavalant la notion de santé communautaire, une approche communautaire, la communauté n'étant pas le communautarisme, et peut faire communauté des personnes qui se retrouvent porteurs d'une même problématique de santé ou d'un même quartier ou d'une même absence de réseau de transport en commun. En tous les cas, on parlera d'approche communautaire dès lors que ces gens réfléchissent en commun, expriment des besoins prioritaires et participent activement à la mise en œuvre des actions mobilisées. Et là, on est au cœur aussi d'un certain nombre de dispositifs avec les GEM, etc. Un autre outil que j'aime beaucoup, hérité d'un de mes anciens profs de santé publique, Jean-Pierre Deschamps, les convergences vertueuses de Jean-Pierre Deschamps, qui était pédiatre et professeur de santé publique à Nancy. Donc il disait que, et on retrouve avec d'autres mots de la santé publique des choses que j'ai évoquées dans les politiques publiques, c'est qu'une bonne politique de santé, elle croise le point de vue des besoins, et en général, dans besoin, on met le point de vue des professionnels concernés, avec
les réponses des politiques publiques, les financements, les dispositifs réglementaires, avec la demande, sous-entendue dans l'esprit de Jean-Pierre Deschamps, la demande exprimée par les personnes concernées par ces problématiques. Et ce que disait Jean-Pierre Deschamps, c'est qu'il faut travailler à des zones de superposition les plus larges possibles. Nous sortons d'un système concernant la psychiatrie où c'était essentiellement le besoin exprimé par les professionnels et les réponses des politiques publiques qui importaient, que vous incarnez nous incarnons, si je me range à vos côtés, dans ces 2 jours, une réflexion qui vise à ce que rentre une 3e zone de superposition dans les politiques publiques, qui est la demande exprimée par les citoyens concernés, et que tout le travail que vous avez à faire, c'est d'augmenter la zone de superposition entre besoins, réponses et demandes. Une dernière diapo que j'ai détournée d'une autre chercheuse anglaise, Susan Rifkin, une économiste de la santé. Je vous partage ce petit outil parce que je l'ai utilisé sur le terrain en Amérique latine et puis dans d'autres circonstances en France. Comment on peut, au sein d'une équipe ou dans des discussions avec des associations, les GEM, etc., décliner la notion de participation communautaire. 6 axes. Qui a participé à identifier les besoins qui m'impactent le plus? Qui a choisi les actions prioritaires? Qui a défini les meilleurs objectifs que je crois nécessaires d'obtenir? Qui a choisi les stratégies d'intervention possibles en étant réaliste? Quelle est la place qu'on m'a laissée dans la mise en œuvre des nouvelles actions développées? Quelle est la place qu'on m'a laissée dans l'évaluation des résultats qui ont été obtenus par rapport aux propositions de nouvelles actions que j'ai formulées? Eh bien, quand on fait des réunions d'équipe ou interpartenariales et qu'on fait des gradations sur chacune des branches de cette étoile de Rifkin, on essaye de formaliser la toile d'araignée de Rifkin et on se dit que tel axe était défaillant et que c'est peut-être une piste de travail pour l'année suivante. Et je terminerai par là, un ouvrage collectif auquel ont participé plein de gens qui travaillent autour de Médecins du Monde sur la santé des populations vulnérables. Une bonne partie de ce que je vous ai raconté dans cet ouvrage auquel ont contribué une 60aine d'auteurs. Et je terminerai par un autre aspect de la santé mentale, qui est celle des acteurs eux-mêmes de tous les dispositifs que vous incarnez, et terminer en insistant sur, dans ces problématiques complexes et très génératrices de troubles, l'importance des pratiques managériales, des supervisions, de la vigilance sur les notions de fatigue de compassion et de traumatisme vicariant que vous connaissez, et la formation à laquelle j'espère avoir un tout petit peu contribué avec mon intervention. Je vous remercie.